Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 173 et on va vous parler du 14e Grand Prix de la saison 2024, le Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui s'est déroulé sur le circuit de Misano en Italie. On le rappelle, ce Grand Prix se déroule à Misano suite à la défection d'abord du Grand Prix d'Inde, puis ensuite du Grand Prix du Kazakhstan qui devait le remplacer. Donc c'est pour ça qu'on a deux courses cette année sur ce circuit. Pour cet épisode, je suis accompagné d'Auton. Salut Auton. Salut, ça va ? Ça va, merci. Et de Thibaut. Salut Pierre, salut Auton. Allez, sans plus attendre, on va passer aux nouvelles. Donc je laisse Auton pour la partie Moto 3. Ouais, alors au sujet de la Moto 3, on a d'abord une arrivée prévue de Maximo Quiles en Moto 3, même s'il a moins de 18 ans. Et c'est une nouvelle dérogation qui a été mise en place par la FIM. Donc petit rappel, jusqu'ici, il y avait un seul moyen de rentrer en Grand Prix avant 18 ans, c'était de gagner soit la Red Bull Rookies Cup, soit le Junior GP. Et depuis le 11 septembre, donc ça s'est fait un peu discrètement, mais la règle a été modifiée. Et désormais, tous les pilotes qui ont terminé dans le top 3 de l'un ou l'autre de ces deux championnats sont autorisés à monter en Moto 3, peu importe leur année de naissance. Et c'est comme ça qu'on a aussi Valentin Perron, donc qui est argentin, qui remplace Daniel Olgado chez Tech 3 pour 2025. Et l'Argentin, il est 3e de la Red Bull Rookies Cup, mais il courait en European Talent Cup cette année, c'est la catégorie en dessous du Junior GP, et du coup ça fait quand même une sacrée marche à monter. Ok, ouais, c'est vrai qu'ils sont jeunes. Bon, Quiles, on le connaît, c'est un sacré talent. Moi, je l'ai découvert par la série Born Racer sur Canal+, que je conseille à tout le monde. Je suis pas sûr d'aimer son caractère, honnêtement. J'ai beaucoup critiqué là-dessus. Bon, il est jeune, ouais, assez impulsif parfois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thibaut ? Ouais, Maximo Quiles, c'est un peu Marc Marquez pour ceux qui connaissent pas. Il est un peu pareil. Bon, il s'entraîne beaucoup avec les frères Marquez et c'est un peu le même tempérament. Là, cette année en Red Bull Rookies Cup, une fois sur deux, il est par terre. Il a fait des trucs quand même assez fous. Il a même été exclu d'une course, donc bon, à voir quand même s'il se calme, parce que en talent pur, c'était peut-être le meilleur pilote en Red Bull Rookies Cup. Ouais, après, au-delà de son talent et de sa façon de piloter en piste, où je te rejoins, ça ressemble un peu à ce que fait Marc, assez agressif. C'est, en dehors de la piste, je le trouve très à la Lorenzo, on va dire, très sûr de lui, presque méprisant des fois envers ses adversaires, alors que bon, oui, il est talentueux bien sûr, mais voilà, ça reste quand même le gratin mondial, donc ouais, c'est plutôt cette partie-là que j'aime moins de sa personnalité. Et du coup, pour continuer en Moto 3, il y a Ruche Moodley, qui est un Sud-Africain, qui signe dans l'équipe BOE et qui remplace Joel Kelso. Lui aussi, il était en Red Bull Rookies Cup cette année, il termine 9e du championnat, et sa meilleure perf, c'était des 4e places au Mugello et en Aragon. Intéressant. Moodley, pareil, je l'ai découvert par la série Born Racer, il m'a plus touché par son parcours. Après, il a l'air quand même d'avoir un peu moins de talent, j'espère que pour lui, ça va le faire. Par contre, la sortie de Kelso, tu sais s'il rebondit dans un autre team ? J'ai pas vu parce qu'il fait une bonne saison là. Non, pour l'instant, il n'y a pas du tout de news sur la suite pour Joel Kelso. Et on en parlera en Moto 3, mais c'est un peu dommage. Il est 8e au championnat, c'est pas ridicule. Mais il me semblait, moi, qu'il avait signé... il a pas signé chez... Non, pas MT Helmet. Il me semblait qu'il avait signé déjà quelque part, lui. Ce serait à vérifier quand même. En Moto 2, on a Daniel Olgado qui monte du Moto 3, qui va signer chez Aspar en remplaçant de Jake Dixon, lui, qui va chez Marc VDS. Marc VDS qui change de châssis aussi, je crois, l'année prochaine, de mémoire. Ouais, il passe sur des Bosco Scuro. Ouais, c'est ça. Donc, mérité pour Olgado, hein, ça fait quand même 2-3 bonnes saisons qui performe dans la catégorie Moto 3. Donc c'est logique. Et toujours dans la même équipe, donc on a Philippe Salach qui va lui prolonger chez Marc VDS. Tony Arbolino lui devrait passer dans le nouveau team Pramac Yamaha Moto 2.
le team qui remplacerait VR46 Mastercamp. Voilà, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire sur ces news. Non, c'est un peu un lot de consolation pour Tony Arbolino, qui était à un moment quand même qui tenait la corde pour monter en MotoGP avec Pramac Yamaha. Et bon, il serait recasé, toujours au conditionnel, mais chez Pramac Yamaha Moto2, qui mettrait en place une filière pour l'amener par la suite en MotoGP. Ouais, mais je pense moi-même que qu'Arbolino, en fait, il a peut-être déjà une sorte de pré-contrat pour le MotoGP pour 2026, en signant dans cette équipe-là. Ouais, c'est possible, en sachant que Pramac a signé... Miller a signé qu'un an chez Pramac, justement, c'est la nouvelle d'après. Miller n'a signé que pour 2025 avec Yamaha pour rouler chez Pramac. Donc potentiellement, oui, c'est que Yamaha se réserve le droit de ne pas le renouveler ensuite pour prendre un pilote en Moto2. Ouais. Côté donc des MotoGP, comme tu viens de le dire, Jack Miller a signé pour Pramac en 2025, donc un contrat directement avec Yamaha. Et donc maintenant on se retrouve avec une grille MotoGP 2025 qui est complète, puisque donc Miguel Oliveira aussi avait signé donc il y a 15 jours chez Pramac. Côté Michelin, donc le nouveau pneu de Michelin devra attendre. Trop peu de teams l'ont testé jusqu'à présent et Michelin estime ne pas avoir assez de données pour introduire ce pneu en 2025. Et puis la grosse news MotoGP, c'est Yamaha qui annonce travailler sur un moteur V4. Eux qui étaient en moteur 4 cylindres en ligne. Là, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, pour le V4, je trouve que ça arrive tard parce que du coup, si on lit entre les lignes, on comprend que c'est pour le projet 850 cm3, mais que du coup, le moteur devrait être testé l'année prochaine et qui sera comparé à un moteur équivalent 4 en ligne et qu'après sera décidé est-ce que ça vaut le coup de garder un V4 pour cette architecture. Sur 800... Ouais, moi je pense que c'est quand même un gros risque pour Yamaha. Ouais, je trouve que là, Yamaha, ils investissent beaucoup pour pas grand chose. Je pense qu'une architecture, alors peut-être que j'y connais pas forcément grand chose, je suis pas motoriste, mais une architecture 4 en ligne, a priori pour un moteur un peu moins puissant, un peu moins gros, ça pourrait le faire. Donc pourquoi s'engager là-dedans maintenant, je sais pas. Et vous êtes sûr que c'est pour les 850 et que le V4 il voudrait pas le sortir directement dès 2026, la dernière année du règlement actuel ? Moi je pense que je suis d'accord que ça aurait pas beaucoup de sens et que c'est beaucoup de gaspillage d'argent pour une année. J'aurais du mal à comprendre. Je vois pas pourquoi il sortirait un V4 1000 en 2026 pour retourner sur un V4 ou un 4 cylindres 850 derrière. C'est beaucoup. Maintenant, surtout qu'il y a la rumeur. Pourquoi annoncer ça aussi rapidement ? C'est ça en fait le truc. Moi aussi, oui, ça me surprendrait pas que ce soit pour 2026. Sinon, pourquoi annoncer 2 ans et demi avant ce qu'ils veulent faire pour l'année 2027 ? Ouais. Mais ouais, c'est quand même un peu bizarre. Après, c'est peut-être pour ça qu'ils ont gardé Fabio Quartararo. C'était une des conditions qui a fait que Fabio a décidé de rempiler chez eux. Ouais. Oui, je pense. On verra l'année prochaine déjà ce qu'il en est, si on a des nouvelles de ce projet et des tests annoncés. En news diverses, on a le circuit de Balaton Park en Hongrie qui sera au calendrier 2025 MotoGP et World SBK, donc respectivement fin août pour le MotoGP et fin juillet pour le World SBK. C'était un serpent de mer pendant longtemps, que ce soit le Hungaroring ou le Balaton Park. Voilà, ça y est, c'est officiel. Donc après, c'est toujours soumis à homologation du circuit pour ces événements, mais en tout cas, les annonces ont été faites. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il y a une annonce de nouveau circuit comme ça par la Dorna, il y a une petite astérisque et puis après il y a marqué offre soumise à condition. C'est ça. Et après, on avait également Miguel Oliveira qui avait fait part de son émoi sur les réseaux sociaux du risque de perdre le Grand Prix au Portugal dès l'année prochaine. A priori, donc c'était la grosse rumeur du jour, mais on n'a toujours pas d'annonce officielle. Un accord aurait été trouvé entre les pouvoirs publics et la Dorna et les promoteurs du circuit pour prolonger de 2 ans et de figurer au calendrier en 2025 et 2026 pour accueillir le MotoGP. Ouais, et c'est une très bonne nouvelle s'ils continuent et qu'ils finissent par remplacer tous les graviers du circuit. Ok, sans transition, on va passer en Moto3 et je te laisse la main, Otan.
Donc en Moto 3, déjà en Q1, c'est José Antonio Rueda, David Almanza, Tayo Furusato et Scott Ogden qui passent en Q2. Et en Q2, David Alonso, il a chuté dans son dernier tour chrono, du coup il doit se contenter de la deuxième place, battu par Furusato qui lui venait de la Q1. Piqueras complète la première ligne, ensuite c'est Ortola, Nepa, Colin Veyer, Fernandez, Munoz, Rueda, Joel Kelso 10e et Daniel Olgado 11e. Pour la course, donc Furusato qui prend un très très bon départ depuis la pole, David Munoz qui tombe dès le premier virage alors qu'il avait 2 longues laps à faire, avant même la fin du premier tour. Alonso il a pris les commandes de la course et puis a signalé aussi la remontée de Daniel Olgado qui était 11e sur la grille et qui se retrouve 5e au premier passage sur la ligne, au deuxième tour. Donc chute de Ricardo Rossi. Pendant ce temps, Olgado continue sa chevauchée, il a vraiment le couteau entre les dents, il passe en tête, il mène un groupe avec David Alonso et les deux Léopard Honda, Piqueras et Fernandez. Au 7e tour, Piqueras reprend Olgado et le dépasse, mais un tour plus tard, grosse frayeur, il manque de perdre l'avant à la réaccélération dans l'avant-dernier virage, et la chute était vraiment pas loin, donc beau sauvetage de sa part. Un peu plus à l'arrière, Furusato qui tente un dépassement très osé sur Adrian Fernandez de loin et loupe le point de corde, du coup il lui rentre dedans et puis ça lui fait perdre beaucoup de temps, donc il dégringole à la 13e place et un peu plus tard il écopera d'une pénalité de longue lap, donc il a un peu tout perdu. À 10 tours de la fin, Joel Kelso qui cachait bien son jeu quand même, il se hisse à la 4e place derrière Alonso, Piqueras et Olgado qui sont en train de s'échapper. À l'arrière, deuxième shoot pour Munoz, donc c'est vraiment pas son jour. Et puis Luca Lunetta qui était lui aussi sans faire de bruit, il est remonté en 6e position, donc en queue du deuxième groupe de tête. À l'entame du dernier tour, Colin Veyer qui est un peu décroché 4e, et malgré les efforts d'Olgado, c'est Alonso qui s'impose devant Piqueras et le pilote Tech 3, sauf que Olgado est pénalisé pour être sorti dans le vert au dernier virage. Il perd une position et finalement c'est Veyer qui monte sur le podium. Au classement, du coup, David Alonso prend le large. Il a 82 points d'avance sur Daniel Olgado et qui est à égalité de points avec Colin Veyer. C'est vraiment très resserré pour les 2e, 3e, 4e parce que Olgado a 189 points, Veyer 189 et Ivan Ortola 184. À noter que Ivan Ortola c'est quand même le grand perdant du week-end. Je pense qu'on pouvait commencer par parler de David Munoz, donc 2 GP de Misano à oublier pour lui, parce que vraiment à chaque fois ça n'a pas duré longtemps. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais c'est un peu David Munoz comme on le connaît depuis plus d'1 an maintenant. Très rapide, il peut jouer la victoire à toutes les courses, mais il fait quand même beaucoup d'erreurs et souvent même il emmène d'autres pilotes. Donc là oui, c'est sûr que c'est 2 résultats blancs consécutifs. C'est dommage pour lui. Ouais, ça lui fait marquer le pas au championnat. Après voilà, c'est comme ça, hein. C'est pas... Il y a des pilotes qui en mettent trop d'erreurs. C'est une saison aussi peut-être d'apprentissage encore pour lui avant de pouvoir jouer peut-être plus devant l'année prochaine. Ouais, faut pas oublier, c'est un des plus jeunes quand même du championnat. Il était arrivé très jeune il y a 2 saisons, mais il est tout le temps un des plus jeunes. Il a quoi? Il a 18 ans, il a eu 18 ans cette année, tout juste 18 ans. Donc oui, après l'année prochaine, il sera quand même à surveiller. Un autre sujet, c'est Luca Lunetta, le local de l'étape qui tient ses promesses, même si c'est sans doute du coup le circuit qui connaît le mieux du calendrier. Ouais, alors pour moi, Luca Lunetta, c'est un peu la bonne surprise de cette saison. Alors en début de saison, j'en attendais pas grand-chose, on va dire. Et quand même, là, depuis quoi, Le Mans Catalogne, donc le 5e, 6e Grand Prix de la saison, il est régulièrement dans le top, déjà dans le top 10, mais même des fois dans le top 5. Et même si des fois il recule un peu sur les fins de course, il a un truc quand même. On sent il sera quand même à surveiller l'an prochain. Ouais, faut pas oublier que c'est un rookie, hein. Donc à part Piqueras qui est devant lui au classement des rookies, c'est le 2e meilleur rookie sur cette saison, sachant qu'il a une Honda, donc c'est pas la moto la plus simple, hein, par rapport à la KTM. Donc ce qu'il fait, c'est impressionnant. Il y a que 5 fois cette année où il termine hors des points, dont un seul DNF.
Vraiment, saison intéressante pour cet Italien que je ne connaissais pas du tout par ailleurs. Ouais, À je trouve suivre que c'est une également. bonne nouvelle parce que au niveau de la relève italienne, ça marquait un peu le pas. Pendant longtemps, on a pensé qu'il y aurait Matteo Bertelle et finalement ça plafonne un peu. Voilà, donc c'est chouette qu'il y ait un nouveau rookie qui arrive et qui bouge, qui fasse bouger les choses pour les Italiens en Grand Prix. Après, on pouvait parler justement de Joel Kelso, qui fait quand même une très bonne saison jusqu'ici. Est-ce que vous trouvez qu'il est sous-estimé? Du coup, j'ai vérifié et il a bien signé un contrat pour l'année prochaine avec le team MTA Angelus, jusque c'est arrivé en juin 2024, donc c'était il y a longtemps et on a déjà zappé. Ouais, Joël Kelso, moi le problème que j'ai avec ce garçon, c'est qu'en fait il est régulier. Il y a qu'une seule fois où il finit pas la course, sinon il est tout le temps dans les points tout le reste du temps, avec des top 5, mais ça va pas, il fait aucune fois mieux que top 5. Donc en fait on le voit pas trop. On le voit pas trop à la bagarre devant, on le voit pas on le voit pas du tout sur les podiums. Euh, il est là, il marque des points, il est dans le deuxième paquet au niveau des points, il se bagarre entre la 5e place et du coup le top 9, là il est 8e, mais à peu près ça se tient en 10 points ces places-là. C'est très bien, hein, mais il manque vraiment quelque chose pour jouer devant et prouver qu'il mériterait de gagner un championnat. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il est 8e du championnat, mais c'est sa place moyenne, on va dire. Oui, toutes les courses, il est aux alentours de la 6e, entre la 6e et la 10e place. Mais il lui manque quand même le petit truc pour jouer devant. Alors, sans parler de battre un Alonso qui est quand même au-dessus du lot cette année, mais pour jouer avec des Ortola, des Veilleur, des Olgado, qui eux arrivent tout le temps à rester dans le top 5. Après, ça peut être un déclic qui lui manque et qui arrivera, hein. Souvent ça peut être une première victoire, hein, ce qui peut tout déclencher, mais là pour l'instant il est encore loin. On se souvient, Honcho, il a longtemps cherché des victoires, mais avant ça, il a quand même marqué pas mal de podiums, donc pas simple. Oui, et puis après, ça peut être aussi pour Kelso un début de saison l'an prochain. Il enchaîne une victoire et un podium dans les 2 premières courses, et après, il est lancé. Après, le team MTA, c'est moins fort quand même que le team Boé, je pense, sur lequel il est aujourd'hui, non? Oui, alors l'an dernier, avec Ortola, ils étaient quand même pas Mm, mal, mm. ils étaient même Ouais, bien, ouais. donc oui, à voir. Ok. On verra. En tout cas, motif de réjouissance de son côté, c'est qu'il arrive bientôt sur ses 2 courses à domicile. À savoir que Joel Kelso, il vient de Darwin en Australie, c'est tout au nord-ouest de l'Australie. Et du coup, sa course la plus proche de chez lui, c'est le Grand Prix d'Indonésie. Et puis après, il a son Grand Prix national d'Australie, mais qui est vraiment à je sais plus combien de milliers de kilomètres. C'est une éternité pour aller à Phillip Island depuis chez lui. Intéressant. C'est rigolo. Euh, Tu voulais parler de Daniel Gado aussi? Oui, pour Daniel Olgado, c'est vrai que depuis le début de la saison, on parle de lui comme celui qui fait tout bien sauf la fin, parce que il se fait souvent avoir dans les derniers tours. Et là, il a soit de la malchance, soit des mauvais choix. Mais c'est vrai qu'il conclut jamais vraiment ce qu'il montre en course. Il y a qu'au tout début de saison où il gagne avec le Grand Prix du Portugal. Sinon, 1, 2, 3, il fait 4 fois deuxième et une fois troisième. C'est vrai qu'il lui manque quelque chose. Bon, après, Alonso est au-dessus du lot, il truste les podiums. C'est difficile de lutter contre quelqu'un aussi fort, hein, sur une saison comme ça. On l'a déjà vu en Moto 3. Il y a des fois des gens, Acosta, qui sont au-dessus du lot. On peut rien y faire, quoi. Mais il fait la saison qu'on attendait de lui à part ça, hein. Honnêtement, Oui, Alonso est au-dessus du lot, mais derrière, Olgado, il est quand même régulièrement sur le podium. Et c'est vrai que c'est souvent en fait sur les fins de course où il se fait avoir. Ça me fait penser un peu à Masia pendant 2-3 ans, où il se battait toujours pour le podium jusqu'au dernier tour. Un peu comme Honshu aussi. C'était un peu toujours la même chose et on savait à l'entame du dernier tour que la victoire n'allait pas être pour eux. ouais. Mais par rapport à David Alonso, du coup, ça montre pour moi un, peut-être un esprit de tactique un peu moins fort pour savoir où se placer déjà dans l'avant-dernier virage, pour porter une attaque, etc. Là-dessus, il se Ouais, fait... Alonso, je pense quand même on a un pilote d'un très très haut niveau.
C'est rare quand même en Moto 3 d'avoir un pilote qui domine comme ça. Donc bon, on avait eu Acosta, d'accord. Derrière, on a eu Guevara qui était champion du monde, mais c'était pas du tout pareil. Enfin là, Alonso, on a vraiment l'impression qu'à chaque course, à chaque fois qu'on entame le dernier tour, bon bah la victoire, elle va être pour lui. Ouais. Ah ouais, il paraît intouchable. D'ailleurs, il signe. Alors, moi, je voulais parler de Furusato. Parce que clairement, on a déjà parlé la dernière fois, mais je n'en reviens pas. Donc, il fait la pole. Bon, il y a des circonstances en course où malheureusement, il se bat dans le bon groupe, mais à la fin de course, ça lui sourit pas entre l'erreur qu'il commet et puis le long lap qui fait terminer quand même dans les points. Mais sinon, il terminait comme les deux dernières dans les deux courses avant, donc dans le top 6, je suppose. Ouais, vraiment impressionnant. Ouais, pour moi, Furusato, c'est un pilote, bah, par exemple, pour la saison prochaine, à surveiller. Parce que cette saison, en fait, il termine une course sur 2, voire une course sur 3, mais quand il termine, il est dans le top 5. Ça me fait penser un peu à Yogura au début aussi, en Moto 3, c'était un peu ça. Enfin, on a souvent des pilotes comme ça, et bah, notamment des Japonais, qui sont capables du meilleur comme du pire. Donc si ça se passe bien pour Furusato, il pourrait être très dangereux pour la saison prochaine. Ouais, et tant qu'on parle des pilotes japonais, Tatsuki Suzuki, qui est dans le team Intact GP Husqvarna, qui fait une saison un peu transparente. Alors, c'est pas qu'il est mal placé, il fait des bons résultats, mais on le voit jamais en bagarre pour la tête. Et je pense qu'il y a vraiment un renversement, donc que Suzuki serait sur la pente descendante, alors que Furusato, il arrive et il a plein de choses à... Ouais, bah, au classement des expliquer. Japonais, il y a Yamanaka qui est 10e, donc Furusato 11e et Suzuki 13e. Suzuki, son heure est passée, j'ai envie de dire. Ça fait combien de Ouais, temps qu'il est dans la il a, catégorie il a 27 ans maintenant. Ouais, Donc là, ça doit être sa dernière saison. ouais. Il a fait Il a fait tous Il a les teams fait du plateau. 7 ou 8 saisons déjà. Ça doit être sa 8e Ouais. saison. En fait, c'était un grand espoir et il a jamais confirmé. En fait, il a Ouais, jamais. Ça fait 5 ans en fait qu'on attend, qu'on se dit ouais cette année Suzuki et en fait bah non. bah, Non, il a. Ouais, voilà. C'est Après comme Andrea Suzuki, là je Migno. regarde, il a 3 victoires en 160 courses, en plus de 160 courses. Et ouais, non, il lui a manqué un truc. ouais, il passe pas loin en 2022, il y a 2 ans quand même, enfin, qui a une 7e position au championnat, c'était son meilleur résultat, quoi. Mais ouais. Mhm. Bon, et puis pour conclure sur la Moto 3, il y a David Alonso qui s'échappe au championnat. Et puis, en plus, pour fêter sa C'était victoire, très il a fait drôle. le spectacle avec un petit tour en monocycle. Ouais, c'était très drôle, surtout quand il est tombé, parce qu'il est arrivé dans les graviers. Et forcément, le Mhm. monocycle dans le bac à gravier, ça marche moins bien. Donc, il est tombé. Et puis, la régie de la Dorna a eu la bonne idée de mettre Mhm. le visuel de quand il y a une chute. Mais heureusement, le pilote est OK. Non, bah Alonso, on l'a dit en transparence en parlant des autres pilotes, en fait. Ce qu'il fait, c'est incroyable. J'ai pas les mots. Là, il devrait être titré facilement. J'ai pas fait le calcul, hein, mais je pense qu'il pourrait être titré d'ici 1 ou 2 courses. Je pense que mathématiquement, il pourrait le faire. Euh, Bravo. J'ai Ouais, rien bah à là, dire. il a déjà 12 ou 13 victoires dans la catégorie en un peu plus d'un an. Il est à une victoire du record de Romano Fenati, qui lui était resté de nombreuses années. Donc là, il doit avoir le même nombre de victoires qu'un Joan Mir, qui avait eu pareil autant de victoires en 2 saisons. Donc non, vraiment, ce qu'il fait quand même, c'est assez impressionnant. Ouais. Il a quasiment. Attends, on regarde Ouais, il a ça. Ça lui fait 90 combien de points. points? 82. Il a, Ça lui fait plus de 3 victoires ouais, d'avance. il a plus de 3 victoires d'avance. Donc là, on va aller en Indonésie, ensuite au Japon. Donc il pourrait être titré dès le Japon, ça serait pas surprenant. On a parlé de Izan Guevara, et par rapport à la saison d'Izan Guevara en 2022, en fait, David Alonso, il est arrivé et dès le début, il a gagné des courses. Parce que Izan Guevara, du coup, on se souvient surtout qu'il a fait une très très bonne fin de saison. Et il a été titré assez tôt à Aragon, mais il a surtout fait des victoires sur la fin de saison. Et je pense que du coup, Alonso pourrait être titré encore plus tôt. Hmm. Ok. Je pense On que a fait c'est le bon. tour du Moto 3. Allez, zou. On passe donc à la catégorie Rennes, le Moto 2. Ah, pardon.
En Q1, on a Van der Gooberg, Foggia, Juice et Lopez qui s'en sortent pour passer en Q2. En Q2, on a une pole d'Aaron Canet pour 4 millièmes devant Joe Roberts et Arbolino. Vietti, lui, s'élancera de la 4e position, Dixon de la 5e et Aldeguer de la 6e position. Une 3e ligne composée d'Ogura, Van der Gooberg et Foggia. La course, donc on a un bon départ d'Arbolino qui prend la tête au premier virage. Roberts se rate et pointe alors 6e, alors qu'Ogura, lui, fait l'inverse et pointe 4e. Ça se suit au train, pas grand-chose de génial à voir. On a une double chute de Dixon et Garcia un peu bizarre au 6e tour sur le même virage. Donc deux incidents décorrélés. Mais voilà. On ferme les yeux, on a fait une petite sieste de 15 minutes et nous voilà donc à 6 tours de l'arrivée. Vietti commet une erreur et Canet en profite pour prendre la 2. Et la course nous offre enfin quelque chose. On va avoir une belle bagarre entre les 3 devant. Arbolino se fait passer par Canet et Vietti, mais va reprendre la 2 à son compatriote. Dernier tour, Arbolino en tête, suivi par Canet et Vietti. Erreur d'Arbolino à l'approche du dernier secteur qui va rouler hors piste. On a vu Quartararo frapper de rage les vitres de la pit lane parce qu'il espérait vraiment que son pote gagne cette course. On a alors Canet qui semble se diriger vers la victoire, mais Vietti lui colle au train et dans le dernier virage, le protégé de la VR46 sort mieux que lui et passe devant sur la ligne. Donc on a Vietti qui gagne cette course devant Canet et Arbolino. Ogura a fini 4, Aldeguer 5, Joe Roberts 6. Belle 7e position pour notre rookie Senna Agius. Au championnat, donc on a Ayogura toujours en tête, 188 points. Sergio Garcia qui ne marque pas de points, donc 166. Joe Roberts 3e, 143 points, 45 points de retard sur le leader. J'ai noté chiant, désolé de le dire. Franchement, j'avais regardé quand même avec plus d'intérêt les courses moto de cette année parce qu'il y avait du suspense et de la bagarre. Et là, non, à part les 6 derniers tours, les 5 derniers tours, c'était pas terrible. Hein. Non, en effet. Mais bon, après, on n'avait pas Fermin Aldeguer ou Alonso Lopez pour faire n'importe quoi en début de course. On a Jack Dixon qui est vite tombé. Donc bah, après, c'est vrai qu'on s'ennuie vite en fait quand il manque ces pilotes-là. Ouais, puis on l'a vu, les pilotes devant, les 3, ils étaient quand même à la limite tout le temps. Ouais. Et Misano n'est pas un grand circuit où il y a beaucoup de trajectoires pour doubler. Donc, mais par contre, la fin de course était quand même assez exceptionnelle. Sûrement la meilleure fin de course depuis le début de saison. Mais une fois de plus, en fait, en Moto 2, on a l'impression que personne ne veut gagner. Non mais c'est fou quoi, parce que quand on regarde un Sergio Garcia sur les 4 dernières courses, il ne marque que 6 points. Joe Roberts, bon bah lui on sait qu'une course sur 2 il est par terre. Aldeguer, il fait toujours pas grand chose. Donc bon là il a quand même marqué, il a terminé 5ème et 6ème la fois dernière, donc ça allait bien. Canet, une fois de plus on se demande comment il arrive à terminer 2ème. C'est quand même le seul qui arrive à se faire passer sur la ligne à Misano comme ça. Enfin non, on avait eu Johan Zarco en 2011 en 125, mais non, mais c'est vrai que Canet, on se demande comment il fait. Dixon qui revenait bien au championnat, il chute. Et voilà, et c'est un Vietti qui gagne. Et au final, Vietti est 8ème du championnat actuellement, mais il n'a que 60 points de retard sur Ogura. Donc en fait, même un Vietti peut encore être champion du monde. Vietti, depuis qu'ils ont trouvé quelque chose sur la Calex, je pense qu'ils ont retrouvé un nouveau châssis. Non, c'est une nouvelle suspension, je crois, qu'ils ont été amenés. C'est clairement mieux depuis le Grand Prix d'Allemagne. Il marque vraiment des gros points, Vietti. Après, il fait 3 podiums. Après, on sait que Vietti, quand même, en début de saison, c'était un des 3 favoris. La saison dernière, c'était pareil. La seule chose qui, en début de saison, nous disait que Vietti n'était pas favori, c'était que on savait qu'il était assez inconstant et qu'il avait déçu l'année dernière. Mais sinon, non, quand même, Vietti était attendu comme étant un pilote titrable. Ouais, l'anomalie, là, c'était, entre guillemets, c'était le retrait de Calex par rapport à Bosco-Scuro en début de saison. Et parce que voir le Team Mayo se battre pour des top 10 alors qu'ils se raflent tout depuis des années, c'était quand même bizarre, même avec Vietti, je veux dire. Oui, un Vietti comme sur les 6 premières courses, il a même pas 30 points. Donc non, après c'est sûr, là, mais oui, attention à Vietti, parce que là vraiment les 8 premiers du championnat peuvent être champions. Moi j'ai une préférence quand même pour Ogura, il mérite, il monte en MotoGP en plus l'année prochaine. Enfin,
Mon préféré, ce serait Aldeguer, mais il a du mal à marquer des gros points quand même. C'est compliqué, mais là, Ogura, il mériterait... Ouais, mais après, Aldeguer, attention, on sait qu'il est capable d'enchaîner les victoires, lui. Il l'a prouvé l'an dernier. Ouais, Ouais. mais il est capable d'enchaîner les catastrophes. Mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Après, lui, on sait qu'il est capable de gagner. Un Alonso Lopez, bon, on sait qu'il va pas. Enfin, c'est quand même peu de chance qu'il en gagne plus d'une consécutive. Joe Roberts, j'en parle pas. Voilà, donc un Sergio Garcia, là, quand même, il est dans un moment très difficile. Bon, en plus, il est blessé. Enfin, après, on parle aussi de ses problèmes un peu. Il n'a pas trop accepté de ne pas aller en MotoGP l'an prochain. Et puis où il a en ce moment rien ne lui réussit. Donc ouais, non, c'est vraiment ouvert en fait pour le titre. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la Moto 2? Bah, je trouve que c'était bien que tu parles de Senna et Jus, Ouais. un petit détail, c'est qu'il est pas rookie. Enfin, il a fait quasiment une saison complète entre 2022 où il a fait 4 Grands Prix et 2023. Donc c'est bien, il progresse, mais il a quand même eu beaucoup de temps en piste. Ouais, alors officiellement, je crois qu'il est rookie officiellement parce qu'il est dans la... Oui, parce que c'est sa première saison pleine. Ouais, mais il y avait un truc genre... en fait, être rookie, c'est genre, faut pas que t'aies fait plus de 5 courses lors d'une saison, un truc comme ça, effectivement, ouais. Et du coup, là, ça le place automatiquement. Ok, mais en gros, il est expérimenté, c'est ce que tu dis, j'entends. Ok. Bah, depuis 2022, il est en Moto 2. Et puis, il a été champion d'Europe Moto 2 aussi. Donc, c'est bien. Il montre ce dont il est capable. Mais après, on peut pas non plus le comparer avec ceux qui arrivent tout juste dans la catégorie. Ok, non, mais c'est une bonne précision. Mais après, à Dieu, il faut se dire aussi, c'est un des pilotes les plus jeunes de la catégorie. Hein. Derrière Aldeguer, ça doit être le plus jeune. Donc, lui aussi à surveiller pour le futur. Ouais. Et puis il est australien, donc ça change un peu des Espagnols et des Italiens qu'on a l'habitude de voir. C'est ça. Le futur Miller, du coup. Ok, bah écoute, Thibaut, je te laisse la main pour le MotoGP. Ouais, alors en Q1 en MotoGP, alors déjà on n'a pas d'Alex Rins qui est fiévreux, il est forfait pour la course, il a essayé de rouler le vendredi matin, il a essayé de rouler le samedi matin lors des séances libres. Bon, finalement il décide de déclarer forfait, de se préserver pour les GP qui vont arriver notamment dès le week-end prochain en Indonésie. En Q1, le meilleur chrono il est pour Brad Binder devant Miguel Oliveira. Au niveau de la Q2, donc rapidement, on a un Jorge Martin qui réalise un très gros chrono en 1:32 devant Bagnaia. Donc les deux habitués de la première ligne montrent tout de suite leur vitesse et on se doute qu'un duel va s'installer entre les deux pour la pole position. De son côté, Marc Marquez chute, il doit repasser par les box prendre sa deuxième moto. Et en fin de séance, Bagnaia va encore plus vite que Martin. Il réalise le record du circuit en 1:30,031. Donc il a failli passer sous les 1:30. Ce qui est quand même assez dingue. Bastianini, lui, il améliore en toute fin de séance sur son dernier tour, parce que sa séance était quand même assez cata. Donc Bastianini prend la 3e place. Binder surprend quand même un peu tout le monde avec la 4e place. Et Marquez est seulement 6e. Et à noter Fabio Quartararo quand même qui est un bon 7e. Pour la course sprint, donc dès le départ, Jorge Martin fait le all shot devant Brad Binder, qui surgit lui de la 4e position. Bagnaia, 3e au premier virage, il prend vite le dessus sur Binder. Martin termine le premier tour avec 7 dixièmes d'avance sur Bagnaia. Et comme souvent, on comprend rapidement que la victoire va jouer entre le pilote Pramac et l'officiel Ducati. Derrière, on n'a pas de gros changements par rapport à la grille de départ avec un Bastianini, Marquez, Acosta, Quartararo, Bezzecchi, Morbidelli qui gagnent ou perdent à peu près une position par rapport à ce qu'ils avaient sur la grille. Alors on va pas vous le cacher, hein, nous à la télé on ne voit qu'une seule chose, c'est la bataille pour la victoire pendant les 13 tours de la course. Le réalisateur il ne montre personne d'autre que les deux leaders. Après on peut le comprendre parce qu'on sait très bien que ce soit Martin ou Bagnaia, les deux sont capables de tomber n'importe quand. Donc le réalisateur a raison de rester sur eux deux. Donc rapidement derrière on a le classement qui se fige avec un Bastianini 3e, Marquez 4e, Acosta 5e. On a des écarts d'une petite seconde entre 7 et 8 dixièmes à une seconde entre chaque pilote. Bagnaia est de plus en plus pressant sur Martin et alors qu'il revient sur l'Espagnol, Martin commet une toute petite erreur en prenant large un virage. Bagnaia, il n'en demandait pas tant, il en profite. Il le dépasse et il ne lâchera plus la première place. Et à noter toutefois quand même que quelques virages avant, Bagnaia il s'était rattrapé de justesse, il était vraiment pas loin de perdre l'avant.
Donc bon, il s'en sort bien sur ce coup-là. Et Martin, lui, ne pourra tenter aucune attaque sur Bagnaia, il devrait se contenter de la deuxième place. Bagnaia remporte quand même sa 4e course sprint de la saison. On dit souvent que Martin est largement au-dessus de Bagnaia sur les sprints, mais cette saison, Bagnaia, quand même, il est bien sur les sprints, faut le noter. On a Bastianini donc, qui termine 3e, Marquez 4e, Acosta 5e, Binder 6e et Fabio Quartararo très bon 7e. On voit quand même que la Yamaha a progressé. Pour la course du dimanche, donc bon bah comme la veille, le all shot il est réalisé par Jorge Martin au premier virage, mais Bagnaia dès le virage numéro 2, il recoupe la trajectoire, il reprend la tête. Bastianini est 3e, Binder 4e, Acosta 5e, Marquez seulement 6e, il n'a pas réussi à prendre un excellent départ. Le duel Bagnaia-Martin, il est lancé. Les deux pilotes sont à la limite, ils sont très proches l'un de l'autre à plusieurs reprises. Bastianini, lui, il est à quelques mètres derrière. On a vraiment un trio de pilotes qui donnent tout. Et on se demande si les trois vont pouvoir terminer la course sans faire d'erreur, sans se mettre au tas. Donc au 4e tour, on se retrouve avec Jorge Martin qui prend la tête. Il arrive à s'échapper quelque peu. Et rapidement, surprise, Bagnaia il se fait dépasser par Bastianini et Bagnaia il perd vite quelques dixièmes, 1 seconde, 2 secondes. On a même peur un moment de le voir terminer en dehors du top 5 parce que Pedro Acosta et Marc Marquez ne sont vraiment pas loin de lui. Martin lui mène la course devant Bastianini, Bastianini qui est toujours très proche de Martin. Alors Bagnaia n'est qu'à 2 secondes, il réussit à remonter dixième après dixième, mais alors qu'on espérait encore le voir remonter sur le duo de tête, il chute à 7 tours de l'arrivée. C'est quand même une terrible erreur pour Bagnaia qui perd très gros avec ce 0 pointé. Alors bon, à ce moment-là, on peut se demander la stratégie de Jorge Martin quand il apprend que Bagnaia a chuté. Est-ce qu'il va continuer à tout donner? Est-ce qu'il va plutôt assurer? Bon, bah, on connaît Martin, hein, il donne tout, il a peur de rien. Donc les 5 derniers tours sont quand même très chauds entre Martin et Bastianini. Et alors que la bête de Rimini, comme dirait Laurent Rigal, alors que donc Bastianini se montre de plus en plus pressant. Le dernier tour s'engage et Bastianini tente une attaque très osée au virage 4. Il fait une sorte de bloc pass sur Martin. Les deux pilotes sortent de la trajectoire, sortent même de la piste. Martin, il n'a pas d'autre choix que de relever la moto. Martin, il est énervé. Bastianini se retourne, il fait un signe, mais il remet vite la tête dans la bulle et bon, bah derrière, il soude, hein, il va s'imposer devant un Martin à 2 secondes derrière. Martin, en passant la ligne, il fait un beau bras d'honneur à la direction de course, à tout le monde, à la caméra, enfin on sait pas trop à qui. Bon bah comme souvent dans ces cas-là, le pilote qui est battu est énervé. Sur le podium, on retrouve aussi Marc Marquez qui lui n'espérait pas mieux en début de course. Il a profité de la chute de Bagnaia. Il termine quand même à plus de 5 secondes de la victoire. Bezzecchi 4e, Morbidelli 5e. Vignales 6e et Quartararo seulement 7e alors qu'il avait la 5e place jusqu'à l'avant-dernier virage. Malheureusement, il est tombé en panne d'essence. C'est rageant pour le français, mais toutefois, c'est vraiment une bonne performance. Donc, on va peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de Quartararo, enfin de Yamaha, et donc de Quartararo? Je vais commencer. Alors, Quartararo, un super beau week-end, hein, 7e en qualif, 7e en sprint et 7e en course, 5e s'il n'y avait pas eu le problème d'essence. C'est incroyable ce qu'il a fait. Alors, gros bémol sur Yamaha parce que c'est n'importe quoi de se tromper pour 2 virages dans les quantités d'essence à mettre, mais je suis très content pour lui. Ça fait très plaisir de l'avoir vu à l'écran tout le week-end. Il profite sans doute des essais privés que Yamaha a fait sur ce circuit en fin août avec Dovi et avec Rins et donc Quartararo. Il profite aussi du fait qu'il y a eu déjà une course il y a 2 semaines sur ce circuit. Là, je pense que son setup il est vraiment réglé aux petits oignons. Et j'espère pour lui que c'est pas uniquement grâce à tout ça qu'il a performé et que on va continuer de le voir faire des top 8 régulièrement encore tout le reste de la saison. En tout cas, moi j'étais très content de le voir. Ouais, juste un petit truc, j'ai l'impression qu'en fait il partait 9ème Quartararo. Et du coup ça fait 2 belles remontées parce que de 9ème à 7ème en sprint et de 9ème à 5ème, quasiment 5ème et au final 7ème sur la ligne en Grand Prix. Et si c'est le cas, en tout cas je trouve que c'est positif parce que
on a connu un moment où il n'arrivait pas à dépasser Fabio et que s'il ratait sa qualif, c'était foiré, quoi. Alors que là, déjà, il fait une bonne qualif parce que dans l'emballement final, il était là. On l'a vu faire des tours avec meilleur secteur. Et ouais, je trouve que c'est très positif. Ça doit leur donner un bon boost d'énergie aussi dans tout le team. Bon, même s'il y a cette petite erreur assez dommage sur le dosage de l'essence. Et je pense que c'est de bon augure pour les dernières courses de la saison, pour la tournée au Ouais, et puis il finit à chaque fois dans la roue d'un Bezeki, d'un Morbidelli, donc des gens qui déjà sont experts sur circuit, qui ont des bonnes motos. Donc c'est pas septième hyper détaché de ceux devant lui. Donc c'était septième en bagarre pour quasiment le podium, quoi. Donc bravo à lui. Ouais, et puis surtout, moi j'ai envie de dire, Quartararo, enfin tout le week-end, il était bien. Que ce soit lors des essais libres, lors des qualifs, lors des courses, des deux courses. Donc ça, c'est quand même très bien. Et à voir pour la suite, parce que c'est vrai qu'en qualif, il était vraiment pas loin de la deuxième ligne. Il était à quoi, même pas un dixième de la deuxième ligne. Non, il a vraiment fait une bonne course. Et après, je pense aussi quand même mentalement pour lui, ça fait plaisir. Enfin, ça doit faire du bien de réussir à se battre avec les Ducati, avec comme tu dis, Pierre, avec un Bezzecchi qui quand même aime bien ce circuit. Et au final, il est pas très très loin d'un Marc Marquez. Il est pas très loin de. Enfin non, vraiment, il est. Ouais, non, c'est positif. Et maintenant, à voir dès le week-end prochain en Indonésie ce que ça va donner. Ouais. D'ailleurs, c'est tellement positif qu'il a. Enfin, ça aurait été l'année dernière, et il se serait énervé dans les médias contre son team. Là, il s'en foutait de sa panne d'essence. Enfin, vraiment, il en a pas fait toute une histoire, quoi. Il était tellement content de son week-end, du fait d'avoir une moto qui lui permette de jouer devant, où il pense que c'est son niveau réel. C'était bien. Non, mais c'est sûr, après, faut le reconnaître, hein. On va pas retrouver un Quartararo tout de suite sur le podium ou jouer devant pour la victoire. Donc ça va se faire petit à petit. Et s'il arrive d'ici la fin de saison à réussir plusieurs fois à se retrouver aux alentours de la 5e, 6e place, ça sera déjà positif. À noter aussi, alors là je voulais quand même vous en parler, Honda Repsol qui marque des points avec ses deux pilotes pour la première fois de la saison. Ça c'est quand même à noter. C'est le truc complètement fou de la saison quand même. Ils ont sorti le champagne du frigo, je pense. Ouais. Là, Luca Marini termine 12e de la course quand même. Et bon, il est toujours derrière Dani Pedrosa au classement général, hein, faut quand même le noter. Hein. Pedrosa qui n'a fait qu'une course sprint à Jerez, parce qu'il avait chuté lors de la course principale. Mais quand même, hein, ils sont en progrès aussi. Hein, donc là, peut-être le champagne aussi côté Honda. Ouais, vous êtes sûr que le champagne, il n'avait pas dépassé la date de... C'est possible. Après, ouais, pour Honda, c'est compliqué. Ils sont quand même loin. Ils profitent des quelques heures qu'il y a devant ou des absences. Pour une fois, ils ont profité. Rins, parce que d'habitude, ils sont par terre aussi. Donc, oui. Non, mais c'est bien. Faut savoir se contenter de ce qu'ils ont. Mais clairement, ils sont à leur place. Il n'y a pas de progrès pour autant, quoi. Quand ils peuvent profiter des occasions, là par exemple il y a 2 semaines au Grand Prix de Saint-Marin, les deux pilotes étaient malades et c'est dommage parce que c'était vraiment un Grand Prix où ils auraient pu déjà prendre des points. Donc c'est une bonne nouvelle que là ils aient réussi et que ça mette du baume au cœur à toute l'équipe. Non mais comme tu dis, là le Grand Prix il y a 15 jours, c'en est risible, c'en est comique, ou je sais pas. Les deux pilotes quand même qui sont malades, les deux pilotes sont forfaits, enfin c'est quand même... ils ont pas besoin de ça, enfin c'est... En fait, t'as l'impression que tout peut leur arriver, et jamais en bien. On va continuer dans ceux qui sont quand même décevants, c'est Aprilia. Moi j'ai trouvé que sur cette course, ils ont vraiment été très très moyens. On ne les a pas vus à l'écran pendant que ce soit la course sprint ou la course principale, non? Mais au-delà de ça, pour moi, ça commence à faire 4 ou 5 Grands Prix et que les Aprilia sont très 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 décevantes. La dernière fois qu'une Aprilia était dans un top 5, c'était aux Pays-Bas. C'était Maverick Viñales et puis son podium en sprint. Et on a eu aussi 2 podiums d'Aleix Espargaro en sprint, hein, en Autriche et à Silverstone, mais c'est tout, quoi. Enfin, je les trouve loin des objectifs, de ce qu'on avait pu voir de la vitesse de cette moto en début d'année.
c'est compliqué, je trouve. En fait, ils ont atteint un plafond et, pour moi, ils sont paralysés, quoi. J'ai l'impression que C'est chaque vraiment année, ça. ouais, moi j'ai l'impression que chaque année c'est un peu pareil avec Aprilia. En début de saison, on les sent bien, on se dit Mm. voilà, ça va être attention à eux. Et puis à partir de la mi-saison, après l'Autriche, là, bon bah ça disparaît petit à petit. Ouais, c'est quelque chose dont il faudrait discuter plus en détail. Le déclin d'Aprilia dans les saisons, c'est assez régulier quand même. Et là, en tout cas, pour cette saison-là, au début, on se disait que Ducati était les plus forts, mais sur certains grands prix, comme au Texas avec Vignales, Aprilia pouvait rivaliser. Il y avait même des moments où on se disait que peut-être KTM réussirait à rivaliser avec Acosta. Et plus la saison progresse, plus Aprilia décline, plus KTM est à la ramasse. Et il n'y a que Pedro Acosta qui sauve les meubles en étant toujours à la limite, parce que là, sa chute, c'est pas anecdotique non plus. Le fait qu'il ait attiré autant pour rester dans le top 5, et c'est bien parce qu'il est rookie et qu'on peut dire que c'est une erreur de rookie, Ouais. mais je trouve ça inquiétant pour les KTM. Après, t'oublies Brad Binder quand même qui est devant quand même Acosta au général. Bon, là il chute, mais il fait quand même 6 en sprint. Il a fait une belle qualif. Binder, il est quand même régulier. Bah Binder, Top 6, hein. comme depuis 2 saisons, en fait, il est toujours placé, mais il lui manque quand même le petit truc pour être sur le podium, hein. Ah oui, non, mais de toute Euh, façon, c'est trop loin. Là, a- pour KTM et Binder, c'est trop loin pour jouer le après, championnat. Ils sont plus de 100 points voilà. derrière. Après, est-ce KTM ou est-ce Binder? Moi, je pense quand même que Binder, malgré tout, bah, il lui manquera toujours le petit truc. Ouais, c'est le bon pilote pour faire 5e. Top 5, ok, à toutes les courses. Il profite quand t'as des chutes, tout ça, mais il lui manque quand même, quelque chose pour vraiment jouer devant. Alors qu'Acosta, on sent quand même qu'il a ce petit truc en plus pour jouer les podiums, pour voir jouer des victoires, même si Acosta, bon bah il est encore chuté. Alors oui, il est en saison rookie, on va lui pardonner, mais bon, il a quand même pas mal de chutes, il commence à avoir pas mal de chutes cette saison, hein, et c'est souvent un peu toujours pareil. Bon, après il force énormément pour essayer de suivre notamment les Ducati. Ouais. Ah, Je te trouve dur envers Binder parce que dire qu'il a le niveau pour jouer top 5 mais pas plus, ça me fait penser qu'on disait pareil de Miller il y a quelques années quand il était chez Ducati. Et quand on voit le niveau de différence entre Binder et Miller aujourd'hui sur la KTM, je trouve quand même que c'est dur ce que tu dis. Euh, Mais je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, c'est sûr qu'un Binder, il sera inférieur en talent à un Martin, à Bagnaia et un Acosta. Après, je suis pas foncier, et à Marquez, bien entendu, je suis pas sûr qu'il est inférieur intrinsèquement à un Bastianini, par exemple. ouais, mais bon après, enfin, toi, un Binder, au final, il a 2 victoires en MotoGP, bon, ce qui est bien, hein, mais on rappelle tout le temps sa victoire en Autriche sur le dernier tour sous la pluie avec des pneus slick. Bon, ok, ouais, c'est cool pour lui, mais c'est pour ça en fait, il a pas tant de podiums que ça, des victoires. Ben Miguel Oliveira, il en a 3 de plus. Enfin, c'est pour ça, j'ai l'impression que depuis 3 ans, Binder, en fait, oui, on sait qu'il va terminer top 5. Ouais, mais pour moi, là, c'est la moto qui le fait plafonner. Je pense qu'il aurait une Voilà, c'est Ducati ça. Après, et c'est il jouerait le championnat. ouais, ouais. Mais ça, Après, c'est oui, que mon c'est quand tu vois un Miller là qui fait une course quand même catastrophique. Il termine horrible. 16e, il ne marque même pas de points. Il termine derrière les 2 pilotes Honda, enfin même les Même derrière même 3 Zarco, hein. pilotes, ouais, même Ouais. derrière Zarco. Il n'y a que Nakagami qui réussit à terminer derrière lui. Donc ouais, non, là c'est quand même une catastrophe pour Miller, hein. Mm, mm. Bon, maintenant on va peut-être... Avant, Ouais, tu... ouais, avant de parler du sujet qui fâche et Ouais, l'éléphant dans la pièce, est-ce qu'on ferait pas un petit point sur les points au championnat? ouais, on peut faire ça. Donc pour le championnat, donc on a un Martin 341 points. Il se retrouve maintenant avec 24 points d'avance devant Bagnaia. 59 points sur Bastianini, 60 points sur Marquez. Donc il reste 6 courses dans la saison et on a 60 points entre les quatre premiers, sachant que ce soit Jorge Martin ou Pecco Bagnaia, bon bah les deux sont quand même capables de chuter. Et c'est vrai que bah le week-end prochain en Indonésie, si on a un Martin qui chute, on a un Bastianini qui gagne. Un Bastianini reviendrait à 25 points
Martin. Donc c'est ça, enfin c'est vraiment rien n'est joué, même si bien entendu Martin Bagnaia sont les deux grands favoris. Bastianini Marquez, pourquoi pas? Ouais. En toute franchise, déjà on peut saluer le week-end de Bastianini qui fait podium sprint et victoire en Grand Prix. Bon, il connaît très bien ce circuit, il a la bonne moto pour, mais c'était pas facile de battre Bagnaia et Martin. Et clairement, il y est arrivé avec brio, donc bravo pour Après, son week-end. il aime bien Misano quand même. Il avait gagné voilà. sa première course en Moto 3, je crois, à Misano. Son premier podium en 2021 avec une Ducati assez vieille. Il l'avait fait là aussi. Donc ouais, non, c'est pas surprenant, on va dire, de le voir jouer la victoire Bien sûr. sur ce circuit. Non mais du coup, voilà, c'était... Et oui, après, en plus, lui, il aime bien la tournée asiatique de mémoire, Bastianini, il est très fort à Sepang, je crois. Ouais, il a gagné l'an dernier, ouais. Donc oui, pour moi, il a toutes ses chances pour le championnat, c'est encore ouvert. Et Marquez, Marc Marquez, je crois qu'il n'y a même pas besoin de commentaires. Tant qu'il est mathématiquement dans la course, bien sûr qu'il peut jouer le titre. Ouais, je pense que c'est impossible de l'écarter et je trouve ça très bien qu'il y ait à la fois Bastianini et Marquez qui viennent jouer les troubles faits dans cette lutte pour le titre. Alors à leur manière, parce que ils pilotent pas de la même façon, ils ont pas la même approche des courses, mais je trouve ça très très bien que ça vienne épicer un peu le duel entre Martin et Bagnaia. Ouais, et puis surtout que ça soit Bastianini ou Marquez, aujourd'hui ils n'ont rien à perdre. Ils ont quand même été loin en début de saison, enfin jusqu'à même quelques courses, ils étaient quand même assez loin au classement général. Aujourd'hui, eux, s'ils terminent 3e ou 4e, bon bah ouais, ok, ce sera normal. Par contre, ils peuvent être encore champions du monde, enfin ils ont tout à gagner. Et c'est peut-être aussi pour ça, donc là on peut revenir par rapport à l'action de ce GP, c'est peut-être aussi pour ça qu'un Bastianini a tenté lors du dernier tour ce bloc pass sur Jorge Martin. Bastianini n'avait rien à perdre. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je m'attendais vraiment à ce que Bastianini tente quelque chose. Lui, il a rien à perdre. Martin avait à perdre quand même beaucoup. Donc c'est logique de voir Bastianini faire ça, non? Je l'ai pas vu comme ça. Pour moi, bon, déjà, Bastianini était plus rapide que Martin hein, sur cette fin de course. Ça se voyait, ça faisait plusieurs tours. Il essayait de le déborder par tous les moyens, mais Martin, avec grand talent, fermait vraiment bien les portes. C'est dommage pour le spectacle, mais en tout cas, ça nécessite aussi beaucoup de sang-froid et de talent de la part de Martin d'arriver à faire ça. Mais clairement, Bastianini, pour moi, c'était pas en mode j'ai rien à perdre. À mon avis, c'était vraiment je veux la gagner celle-là, c'est chez moi. Il est né comme vraiment à Rimini, c'est la localité juste à côté de la ville de Misano. Voilà, je suis chez moi, c'est mon circuit préféré, je veux gagner celle-là devant mon public. C'est à la limite s'il faut en gagner qu'une de l'année et même finir 10e au championnat, c'est celle-là. Donc moi je l'ai vu comme ça. Donc quelque part, oui, il avait rien à perdre, mais je pense pas qu'il était en calcul du championnat à ce moment-là. C'est ça que je voulais, non. dire. Moi, il pensait pas. C'est sûr qu'il pensait pas du tout au championnat pour moi. Il était vraiment dans son truc, quoi. Il voulait gagner, et c'est aussi pour ça. Enfin, ça m'a pas du tout surpris de le voir faire une attaque comme ça sur Martin. Alors ça y est, on attaque le vif du sujet. L'attaque en question. Bastianini sur Martin, pénalité ou pas? Est-ce que c'était à la régulière ou pas? Vos avis? Alors pour commencer, moi je trouve que ce qui est très dommage dans cette histoire, c'est de la part de la direction de course de ne pas avoir mis que c'était en train d'être étudié. Parce que ça arrive tout le temps, dès qu'il y a un dépassement un peu chaud, on a le message qui s'affiche en bas de l'écran, le petit bandeau qui défile, qui dit currently under investigation, et du coup ils sont en train de regarder avec toutes les caméras, est-ce que c'était réglo, est-ce que c'était au-dessus est-ce que ça dépassait la limite, et puis après ils peuvent dire qu'au final ils vont pas prendre de pénalité pour ça, parce que finalement ça va quoi. Mais là, comme rien n'a été dit du tout, c'était un peu bizarre, on attendait quelque chose qui n'est jamais arrivé, et ça pose des questions sur la neutralité de la direction de course. Voilà, moi c'est surtout ça qui m'embête,
c'est que pour moi, le dépassement, c'est au dernier tour. On a déjà vu énormément de dépassements comme ça par le passé, où on se posait pas la question, où c'était le spectacle, où c'était ça qui faisait le sel du MotoGP. L'époque fait que maintenant, on se pose tout le temps la question pour les dépassements. Et ça aurait été bien que on dise ok, on va pas prendre de pénalité par rapport à ça, on va pas déclasser Bastianini, mais au minimum dire que les stewards se penchaient sur ce cas-là, parce que là ça fait vraiment non, on veut pas voir ce qui s'est passé. Ouais, je pense que tu as raison, ça, c'est un peu une preuve de lâcheté de la part de la direction de course de pas avoir estimé que c'était nécessaire de revoir l'incident. Peut-être qu'ils voulaient pas recevoir les pilotes et les team managers dans leur bureau pour justifier ou pas de leur décision. Ouais. Ouais, après, moi je me dis peut-être enfin, on avait encore eu 1 ou 2 tours, on aurait eu ce message qui aurait été affiché. Là, bon, 1 minute 15 après, 1 minute 10 après l'action, c'était la ligne d'arrivée, c'était la fin. Oui, c'est vrai, on aurait pu s'attendre à ça. Maintenant, on risque d'avoir un peu le truc complot. Enfin, on veut pas que ça soit Martin qui gagne, Ducati, enfin privilégier l'équipe officielle, tout ça. C'est ça que je trouve un peu dommage. Mais derrière, après vous, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que bon, fallait pénaliser Bastianini ou pas? Pour moi, non. Ils ont fait le bon choix. Voilà, sur le dépassement lui-même. Il y a l'expression viril mais correcte, c'est de toute façon, comme on disait, Bastianini il avait tout tenté avant. C'est pas comme si il arrivait de nulle part et aux premières tentatives il tente un truc, c'est n'importe quoi. Honnêtement, c'était un peu frustrant de voir Martin fermer les portes et de nous empêcher de voir de la bagarre. Mais il jouait quand même très très bien le coup, Martin. Hein. C'était oui. les 2 derniers tours avant. Enfin vraiment, c'est de la défense pure et c'était même beau en caméra embarquée de voir la différence de trajectoire pour éviter justement que Bastianini tente une attaque. Ouais, mais du coup on peut comprendre au vu de ces 2 derniers tours et de cette frustration que Bastianini soit obligé de forcer un peu la porte qui amène à un contact et à un hors trajectoire des 2 pilotes. Heureusement qu'aucun des deux n'est tombé, heureusement que les 2 finissent quand même sur les 2 premières marches du podium. Parce que sinon effectivement il y aurait peut-être eu matière à rouspéter un peu plus, mais moi j'ai bien aimé ce dépassement. Ça m'a rappelé effectivement des GP où on regardait un peu moins chaque dépassement à la loupe pour se décider si c'était légitime ou pas, et puis voilà, c'est très bien, c'est viril. Et il me semble que Martin en avait fait un peu pareil au Qatar l'année dernière sur Bagnaia, alors pas en fin de course, mais pour un dépassement un peu chaud, mais c'est le jeu, enfin je trouve, moi ça me va. Et toi, Automne, du coup? Ouais, bah pareil, en fait, je sais pas, il y a juste un truc qui me chiffonnait un peu, je sais pas si vous avez à quel temps exactement a fini Martin par rapport à Bastianini. Voilà. Quand les pilotes ont un long lap et qu'ils ne le font pas, en général, on leur ajoute une pénalité de 3 secondes. Et du coup, Martin, à la fin de la course, il était tellement remonté contre le dépassement de Bastianini qu'il a un peu déroulé, il était au ralenti. Donc, il est revenu sur la piste. Mais en revenant sur la piste, il aurait pu aussi se dire « Bon, bah, je me dépouille jusqu'à la ligne et puis on verra bien. » Là, non, il a un peu lâché le truc. Il savait bien qu'il finirait deuxième. Mais je veux dire, si jamais Bastianini prenait une pénalité, ce qui n'est pas le cas et j'en suis ravi, Martin serait resté deuxième parce qu'il a traîné sur la fin de course après le dépassement. Oui, ça l'a totalement sorti de la course. Je trouve ça pas très pro. Enfin, après, qui suis-je pour dire que c'est pas très pro, mais c'est dommage en tout cas. Non, bah c'est sûr, en fait, c'est surtout sur le T4. Hein, il perd plus de 2 secondes et demie par rapport à ses temps habituels sur le T4. Au T2, il fait vraiment des chronos. Là, il est reparti à fond. Et il fait des chronos, il croyait encore, je pense, à la victoire. Et c'est à partir du T3 où il a commencé un peu à lâcher. Et notamment dans la dernière ligne droite où là il fait son bras d'honneur, il se relève. Mais oui, t'as raison, parce que si on met 3 secondes de pénalité à Bastianini, Bastianini gagnait. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la direction de course n'a pas a décidé de ne pas lui mettre 3 secondes de pénalité. Parce que sinon il gagnait quand même. Donc ça aurait fait un peu tâche. C'est sûr. Et puis il y avait ça et la belle histoire, peut-être des 100 victoires de Ducati officielles sur un Grand Prix qui considère comme le Grand Prix à domicile. Donc
Ouais, après non, moi je pense vraiment que là ils ont pas voulu, enfin ils ont rapidement, enfin l'attaque, ok, elle est virile, comme tu dis, virile mais correcte. Oui, les deux pilotes sortent de la piste, mais bon derrière c'est pas non plus une attaque, enfin ils s'appuient pas, enfin ils tassent pas vraiment Martin, hein, c'est la touchette, elle est quand même assez légère. Alors bon, c'est aussi parce que Martin décide de relever la moto et de ne pas prendre de virage. Mais voilà, non, pour moi, c'est quand même, enfin, c'était à tenter de la part de Bastianini. Il a eu raison de faire ça. Bah, c'est passé pour lui, tant mieux. Tant pis pour Martin. Ouais, c'est con que le virage soit de cette forme-là. Enfin, c'est la faute du circuit, Oui, voilà, puisque en après fait, ça. si Martin relève la moto et qu'il traverse le bac à gravier et qu'il fait comme Assen Rossi, bah, il gagne. Mais là, malheureusement, Misano est pas fait pareil. Mais c'est aussi pour ça, je pense que Bastianini est passé là. Enfin, on n'avait que très peu de virages où Bastianini pouvait vraiment tenter une attaque de ce style-là. Parce qu'après, dans les autres, sur la deuxième partie du circuit avec les virages rapides, tu peux pas tenter une attaque un peu, une grosse attaque comme il a fait là. Donc en fait, ouais, Bastianini, il avait peu d'occasions et il en a saisi une et bon, bah tant mieux pour lui, c'est passé. Ouais, en tout cas, moi, je suis vraiment, je le disais, je suis ravi que la direction de course n'ait pas sévi sur ce dépassement-là, parce que si jamais ils mettent un précédent comme quoi ce dépassement-là est trop agressif, bah là, tout le monde va y penser à deux fois pour dépasser dans le dernier tour, quasiment dans les derniers virages, quoi. Donc ce serait très dommage. Et un dernier petit truc dont on n'a pas parlé, c'est que pendant la course, quand Martin devait enchaîner les tours sous la pression de Bastianini, il avait la menace qui planait aussi d'un long lap parce qu'il avait déjà un avertissement de track limit. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que Martin a fait une performance vraiment exceptionnelle, à réussir à fermer toutes les portes, à résister à la pression, alors qu'il fallait pas qu'il sorte d'un millimètre, quoi. Non, effectivement, de toute façon, Martin était très impressionnant ce week-end. Très propre partout, qualif, sprint et course Grand Prix. Donc, il repart avec 29 points. Et vraiment, c'est lui le gagnant de ce week-end-là. Mais toi, ce que tu dis, Automne, sur Martin, ce qu'il a réussi à faire, sa performance, comme tu dis, c'est quand même exceptionnel de réussir pendant 10 tours à ne pas sortir une seule fois dans le vert. Et c'est là où on voit comme les pilotes, enfin le talent qu'ils ont, et au niveau mental, enfin tout, comme ils sont costauds, hein. Ils sont super forts, mais enfin, on peut dire qu'avec Bagnaia, c'est la même chose, hein, mais de temps en temps, ben, il y a une erreur. Et donc, bah, justement, bah, cette fois, c'est Bagnaia qui en fait une, qui chute. Et c'est vrai, c'est ça qui est fou, c'est vraiment, les gars, ils sont capables d'enchaîner des week-ends de folie sans faire une seule erreur, enfin, sous la pression, et bah, le week-end d'après, de chuter, sans trop savoir pourquoi. Donc là, bah, Bagnaia qui chute, troisième résultat blanc de la saison. Martin, on a aussi eu trois depuis le début de saison. Maintenant, Bagnaia se retrouve avec 24 points de retard. Bon, alors, on va pas dire que c'est l'erreur de trop pour Bagnaia, parce que c'est 24 points, au final, c'est pas grand-chose avec tout ce qu'on voit depuis le début de saison. Mais est-ce que là, mentalement, ça va pas quand même être un peu dur pour Bagnaia, qui avait 2 grands prix à domicile, et sur les 2 grands prix, bon, bah, une fois il termine deuxième, et la deuxième fois il chute. Ouais. Je serais plus mitigé quand même sur la performance de Bagnaia ce week-end. Il a quand même fait une pole avec un chrono stratosphérique. Il gagne la sprint avec beaucoup de brio en allant batailler avec Martin. Alors que ça pouvait lui être préjudiciable, hein. Et en course, selon lui, après, est-ce que c'est vrai ou pas, il y a un problème soit de réglage sur sa moto, soit de pneumatique, puisqu'il a un problème avec son pneu arrière. Et puis, quand ça commence à se régler, il tape le meilleur chrono en course, ce chrono étant un chrono de qualif, hein, une 30 et 800 quelque chose. Donc, c'est incroyable. Après, il fait une connerie, il chute en bloquant l'avant. Est-ce que c'est sa faute ou pas? C'est difficile à dire à ce niveau-là. C'est pas à moi de juger. Donc, au final, il est perdant. Je pense qu'il avait de quoi jouer le podium. Après, mais dans tous les cas, je pense qu'il est encore dans la course au championnat. Dans tous les cas, il l'a dit lui-même, il a une capacité, comme Martin, hein, de resetter et de passer à autre chose.
de pas rester bloqué sur une mauvaise performance. Donc je pense qu'on aura encore de la belle bagarre jusqu'à la fin de la saison. C'est une mauvaise opération comptable, on va dire, mais c'était un bon week-end dans l'ensemble. Je pense que Bagnaia, ce qui est dur pour lui quand même, c'est qu'à chaque fois il se retrouve dans la position de recoller au niveau des points. Ça fait plusieurs fois qu'il se rapproche très près de Martin, qui passe un peu devant et finalement il reprend du retard. La saison, on l'a vu revenir de nulle part sur Quartararo, où il a remonté, je sais plus si c'était 90 points l'écart. En fait, c'était linéaire, c'est-à-dire qu'il remonte, il a une dynamique, il remonte. Il n'y a pas eu un moment où ça s'est arrêté, puis c'est reparti, puis ça s'est... Là, c'est vraiment un pas en avant, deux pas en arrière. Et c'est ça un moment, à mon avis, qui doit être dur mentalement pour lui. Il y a une stat qui est sortie aujourd'hui et que j'ai trouvé très intéressant parmi les 4 premiers depuis début juillet, donc depuis le retour de la trêve. On a Martin qui a pris 129 points sur toutes les courses. Bastianini 127 juste derrière. Marquez 115 et Bagnaia seulement 95 points sur ceux disponibles. Donc c'est vraiment le dernier, entre guillemets, Bagnaia des 4 en termes de points pris depuis juillet. Et ça commence à faire mal, je pense. Ça peut pas durer éternellement. Ouais, après, moi, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Là, il fait quand même un très gros week-end en termes de chrono, que ce soit pendant la qualif, pendant la course sprint, même au final pendant la course. Parce que oui, ok, il a pendant 5-6 tours, c'est moins bien. Alors, est-ce que c'est le pneu? Enfin, on sait pas trop. Bon, peu importe. Mais après, il arrive à remonter. Au final, il n'est qu'à 2 secondes de Martin Bastianini. Mais malheureusement, il chute. Et bon, bah, il perd 20 points sur Bastianini sur la course, enfin, sur le week-end. Et 17 points sur Martin. Et c'est ça, en fait, qui est dommage. C'est vraiment de chuter. Et comme tu dis, enfin, comme dit Auton, là, c'est vraiment une course sur 2. Bagnaia revient sur Martin. Et en fait, voilà, c'est sur la course suivante, ça se passe moins bien. Bon, là, il reste 6 courses. On va dire qu'en Indonésie, il va reprendre une vingtaine de points à Martin. Et puis, on verra ensuite au Japon. Et ben, je pense que c'est parfait pour clore ce chapitre. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour des points les plus importants. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine déjà pour le Grand Prix d'Indonésie à Mandalika. Peut-être un Grand Prix qu'on ne reverra pas l'année prochaine. Il y a quand même de sérieux doutes là-dessus. D'ici là, on peut se retrouver sur Twitter, Discord pour en discuter. Auton et Thibaut, c'était très agréable de vous parler, de débattre avec vous. On se retrouve bientôt au micro et pour en débattre ensemble. Merci beaucoup. À plus. Merci, salut, à bientôt.